Je vous salue, vous qui aimez l'histoire des peuples d'Afrique. Alors, je veux tenir ici une promesse, c'est parler des rituels de vénération des ancêtres en Afrique. Parce que l'ancestralité est une chose fondamentale en Afrique. Alors, ceux qui sont reconnus comme ancêtres, ce sont ceux dont la vie peut servir d'exemple. Voilà. Ils ont vécu conformément aux règles et aux coutumes de la société, de leur peuple. Voilà. Par exemple, chez les Akans, à ceux-là, on incline, bon, c'est le terme consacré, on incline un tabouret. C'est-à-dire qu'on confectionne un tabouret en bois en leur mémoire. Et on dit que ce tabouret-là, bon, ça appartient à tel ancêtre. Ça symbolise tel ancêtre, ça représente tel ancêtre. Et ce tabouret, donc, est vivifié. C'est-à-dire quoi? Au moins une fois par an, on fait des libations et on lui donne de la nourriture. Anciennement, bon, on prenait soit l'eau de pluie, on prenait le vin de palmier raffia, et puis aussi, quand les Blancs ont commencé, les Caucasiens ont commencé à envoyer les spiritueux tels que le rhum, le gin, etc., le whisky. Bon, les Africains appréciaient ça et ils utilisaient ça aussi pour faire les libations. Et bon, chez les peuples Akans, souvent la nourriture, c'était les boules d'igname, soit blanches ou bien les boules d'igname rougies à l'huile de palme. Maintenant, par exemple, pour les peuples des régions savanicoles, c'était les céréales, souvent le mil, le sorgho, etc., qu'on offrait en nourriture aux mânes des ancêtres. Et eux aussi, ils faisaient des libations. Les Mossés faisaient des libations avec justement les, comment on appelle ça, les vins à base de céréales. Comme ce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, les Sénégalais appellent le tchapalou, etc. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. On faisait ça pour les ancêtres. Et il faut remarquer, les Africains, évidemment, pour tous ces rituels-là, d'abord, on invoque le Créateur. On invoque d'abord le Créateur. Les Bambara, ils appellent le Créateur Mandala. J'ai cité dans ma vidéo précédente le nom des créateurs au sein des différents groupes. Chez les Akans, c'est Nyamé ou Nyamia, etc. Voilà. Bon, chez les Dogons, c'est Ama, etc. Donc, on fait aussi des sacrifices d'animaux. Qui sont c'est préparé et puis la nourriture aussi est offerte justement aux ancêtres. Voilà. Offerte aux ancêtres pour que les ancêtres viennent manger. Et alors, bien sûr, après qu'on ait d'abord invoqué le Créateur et puis aussi la terre-mère, maintenant les demandes des Africains sont simples. Les prières des Africains là sont très simples. Ils demandent une chose à Dieu, à la terre, aux esprits bienveillants, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, et puis aux mânes des ancêtres, ils demandent quoi? 1. La bonne santé. La bonne santé. 2. La longévité. 3. La fécondité des femmes, pour qu'ils aient beaucoup d'enfants. Voilà, les Africains aiment avoir les enfants. Parce que s'il n'y a pas d'enfants, il n'y aura pas perpétuation du culte des ancêtres. Voilà, voilà, donc c'est ça. Et puis aussi, les bonnes récoltes pour avoir mangé. Voilà, c'est ça. Et puis être préservé de toutes sortes de malheurs, que ce soit venant de la guerre, venant des maladies, des épidémies. Voilà les demandes des Africains. C'est ce qu'ils demandent. Voilà, ça s'arrête à ça. Alors, par exemple, on voit chez les Yoruba, il y avait des statues grandeur nature. Des statues grandeur nature. Pour honorer, par exemple, les Alafins. Notamment les Alafins d'Oyo. Mais aussi les prêtres rois de Ile-Ife, c'est-à-dire les Oni. Voilà. Ces statues grandeur nature étaient censées représenter ces rois-là qui se sont succédés. Quand les Européens ont vu ces statues grandeur nature, ils ont commencé à échafauder
toutes sortes de théories, parce que pour eux, le noir est incapable de faire une telle œuvre. Pourtant, les musées sont remplis, voilà, des œuvres des noirs. Les musées, là, c'est rempli. Quand vous allez, par exemple, au musée du Quai Branly, c'est seulement, pour la plupart, c'est des objets culturels venant de l'Afrique. Voilà. Des pillards notoires. Bon, alors, chez d'autres peuples, par exemple, comme chez les Akans, ce n'est pas des statues grandeur nature, mais c'était des statuettes. C'était des statuettes. Hein? Ces statuettes, souvent même, étaient posées sur la tombe, hein, de l'ancêtre. C'est posé sur la tombe de l'ancêtre. La statuette, là, est posée sur la tombe de l'ancêtre. Souvent, c'était en terre cuite. C'était en terre cuite. Et on retrouvait ça un peu partout. Par exemple, chez les Etsis du Ghana, ils appellent ça un sort. Les Agnis, les Abourés, ils appellent ça ma. Et puis les petits Béou, ils appellent ça tondonde. Tondonde. Voilà. C'est comme ça. Et ces statues, chez les Yoruba, justement, étaient vénérées parce que c'est la représentation. En fait, ça, c'était le support représentant l'ancêtre. C'est le support qui représente l'ancêtre. C'est très important. Voilà. Maintenant, il y avait d'autres peuples, par exemple, eux, ils avaient aussi les masques. Comme les Dogons, les Dans, les Wè, les Wemembo ou Toura, etc. Et ils avaient des masques. Mais le masque est la représentation de l'ancêtre. Le masque est la représentation de l'ancêtre. Donc, quand quelqu'un porte le masque, cela veut dire qu'automatiquement, il est possédé par l'esprit de l'ancêtre. Mais c'est ça aussi, ça peut être aussi des masques qui représentent un maître défunt dans une initiation, dans un ordre d'initiation. Voilà, comme par exemple chez les Wè, hein, qu'on appelle le Kui. Hein, il y a un ordre d'initiation qu'on appelle le Kui. D'ailleurs, qui vient de Toura. C'est avec les Toura ou Wemembo que les Wè ont eu le Kui. Ouais, donc ces maîtres initiateurs-là, bon, ils avaient des masques qui les représentaient. Et on portait ça, et alors l'esprit du maître, hein, d'initiation vient posséder celui qui, disons, l'initié qui porte le masque. Voilà, c'était comme ça. C'était une façon d'entrer en contact avec les ancêtres. C'était une façon d'entrer en contact avec les ancêtres. Et eux aussi, bon, ils sont vénérés. Par exemple, chez les Dans, chez les Wè, hein, etc. Quand vous voyez une case avec au-dessus du mât un petit canari qui couvre le haut, c'est que c'est une case sacrée où on y fait des rituels pour vénérer et honorer les ancêtres. C'est comme ça. N'importe qui n'y entre pas, non. Ce sont des initiés qui y entrent, des personnes habilitées, voilà, qui y entrent. C'est comme ça. Vous voyez. Par exemple, à Kangaba, vous avez la case, hein, de Keïta, de la famille Keïta. Vous avez la case de la famille Keïta. C'est une case dédiée aux ancêtres de Keïta. Alors, quelquefois, comme j'ai dit, les rituels là se font en général une fois par an. Mais aussi qu'il y a des situations particulières, comme quand il y a une épidémie, ou bien les récoltes n'ont pas donné, ou bien les femmes ne font pas suffisamment d'enfants. Donc, alors, on fait les rituels, hein, adressés aux ancêtres pour remédier à tout cela. Même, par exemple, chez les Keïta, exceptionnellement, tous les 7 ans, on remplaçait le toit de la case sacrée des ancêtres Keïta. Tous les 7 ans. Tous les 7 ans. Et justement, en matière de masques et de rituels, etc., les plus doués, ce sont les, ce sont les Dogons, qui avaient une idée précise, hein, de la cosmo... Est-ce que j'ai envie de dire même de la cosmogonie ou bien de la cosmogénèse? Mais c'était comme des astrologues. Ils sont comme des astronomes. Oui, c'est ça, astronomes. Ils connaissaient bien les planètes, etc., qui régissent notre voie lactée, hein, notre galaxie. Ils connaissaient même, comment on appelle ça, Sirius. L'étoile Sirius, d'ailleurs, qui n'est pas dans notre galaxie, mais qui éclaire aussi notre galaxie. Les Dogons savaient cela bien avant que les astronomes découvrent Sirius. Mais ils ont dit, le Sirius A que vous voyez là, il y a un Sirius B, etc. C'était avec les Dogons. Donc nos ancêtres vraiment avaient une grande connaissance. Voilà, c'est comme ça.
Hein? Et puis donc, chez les Yoruba, chez les Ouai, chez les Dan, tous ceux qui... Il y avait des rites donc, hein, qui se faisaient. Hein? Soit ça peut être un rite qui se fait chaque année, ou bien un rite qui se fait tous les 7 ans, ou un rite qui se fait de manière extraordinaire. Mais chez les Akans en général, chaque 42 jours, on faisait des libations. Chaque 42 jours, on faisait des libations. C'était comme ça. Chaque 42 jours, on faisait des libations. Voilà. Ça, c'était le petit Adaï. Ça, c'est le petit Adaï. Maintenant, quand on célèbre la fête qui marque l'année nouvelle, hein, qu'on appelle Odjura chez les Ashanti, Adaï Kessé chez les Brons, Elou Elie, c'est-à-dire manger l'igname chez les Agnis et autres. Bon, chaque année, au moment hein, de célébrer l'année nouvelle, bon voilà, on fait ça pour honorer les ancêtres, pour entrer dans l'année nouvelle avec vraiment des idées hein, renouvelées, hein, des idées de bonté, de bon comportement dans la société. Chez les Nzema, par exemple, cela est appelé Abissa ou bien Kundum. Le Kundum est célébré chez les Nzema, chez les valeurs d'Axim, chez les Ahanta. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Il y a des rites qui sont semblables à ce que les Agnis font, mais eux aussi, chez les Nzema, il y a des danses hein, et aussi il y a des rites pour, bon, là, on danse sous le son du grand tambour, c'est-à-dire le dongbolé. On appelle ça le dongbolé, le grand tambour. Et aussi, au plan social, on critique ceux qui n'ont pas eu un bon comportement durant l'année. Et on les invite à changer de comportement. On ne les cite pas nominalement, mais quand on parle de la personne, on sait que c'est de telle personne on parle. Et c'est comme ça que les Nzema et les Ahanta, les valeurs, à travers la célébration du Kundum, critiquaient leurs dirigeants, leurs rois, leurs chefs, leurs reines. C'était comme ça, ils les critiquaient. Et il est dit même que si on te critique que tu es mécontent, ah, tu risques de ne pas voir l'année prochaine. Tu ne vas pas voir l'année prochaine. Tu ne vas pas voir l'année prochaine. Par exemple, chez les Tchaman, il y avait certains rites, par exemple, pour célébrer l'année nouvelle où tu prends 2 petits canaris et puis tu plonges dans la lagune. Voilà. C'est le rite aussi qui concerne aussi un esprit qu'on appelle Nobu. Hein? Et si tu sors avec, en plongeant, et en ressortant de l'eau de la lagune, tu sors toujours avec les 2 petits canaris dans la main, c'est que tu vas vivre toute l'année sans mourir. Voilà. Alors si il y a un qui a plongé et puis il y a un canari ou bien les 2 petits canaris sont perdus, alors on fait des rites pour demander à ce que sa vie soit préservée, qu'il ne meure pas, qu'il puisse voir la nouvelle année l'an prochain. Voilà, donc bon. Voilà autant de rites que les Africains faisaient hein, à l'endroit de leurs ancêtres. Le rite ancestral, partout en Afrique, chez tous les peuples, était fondamental. Voilà. Et il y a des objets laissés par les ancêtres qu'on conserve. C'est pour ça que souvent j'aime dire que la tradition orale en Afrique noire n'est pas seulement une affaire mémorielle, une perpétuation de la morale, de la mémoire. Mais il y a des objets concrets. Il y a des objets concrets. On va te dire, hey, voilà le batakari que portait l'ancêtre chasseur ou bien l'ancêtre guerrier pour aller faire la guerre. Voilà son arme. Voilà son coupe-coupe ou bien son sabre. C'est comme ça. Voici son tabouret. Chez les abeilles lagunaires, par exemple, de la région d'Agboville, même les objets qu'on prend pour travailler ordinairement, pour aller au champ, comme la daba, les machettes, etc. On sort tout ça. Tous ces objets-là qui ont appartenu aux ancêtres, c'est conservé. Et on fait des libations là-dessus. Et c'est ça, on voit Nicolas de Boxa, de je ne sais pas quoi, qui vient dire que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Bon, il n'a qu'à me montrer, hein, il n'a qu'à me montrer le corps de Vercingétorix. Il n'a qu'à me montrer son corps, son squelette est où? Nous, nos ancêtres, là, les squelettes sont conservés, on sait là. Voilà. Moi, des gens comme ça qui viennent insulter les gens, vous vous prenez pour des supérieurs, alors qu'en réalité, vous êtes des criminels, des barbares qui avaient massacré autant de peuples depuis des siècles. Et puis, vous ne voulez pas arrêter. Maintenant, vous dites que vous allez venir recoloniser l'Afrique. Venez. Voilà qu'il y a des milliers de vos criminels qui sont coincés dans un tunnel entre le Mali et l'Algérie. Votre Modia.